toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Bouilly, responsable du comité advocacy pour CFA Society France. Je suis très heureux de vous présenter cette conférence conjointe CFA Institute, CFA Society France sur le thème de la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Et à ce titre, nous nous interrogerons sur l'union des marchés de capitaux, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer le dispositif, tant du point de vue des épargnants que de son fonctionnement ou de son attractivité. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Sébastien Raspiller, chef du service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor. Et ensuite, je laisserai la parole donc à Josina Kamerling, responsable du bureau de CFA Institute Bruxelles, qui va animer le débat et qui présentera les différents intervenants. Je vous remercie, Monsieur Raspiller, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-François, et merci beaucoup au CFA Institute de m'avoir invité pour partager rapidement les vues de la présidence française sur ce sujet, l'union des marchés de capitaux, avec un angle sur la participation des épargnants et également sur les aspects de durabilité et de finances durables. On parle beaucoup d'union des marchés de capitaux et en même temps, on a du mal à percevoir de quoi il s'agit très concrètement. C'est une initiative lancée par la Commission européenne il y a déjà cela plusieurs années, avec l'idée, sur un fondement macroéconomique, qu'il y avait nécessité pour l'Union européenne de développer ces marchés de capitaux en complément du financement bancaire pour mieux assurer la capacité de financement des besoins européens. C'était à une époque post-crise financière, crise de la zone euro. Depuis lors, les plans d'action ont été mis en place avec un sentiment qu'ils ont peu délivré de résultats. Je pense que le premier enjeu, et c'est quelque chose à laquelle la présidence française sera attachée notamment lors de l'Ecofin informel qui a lieu en cette fin de semaine à Bercy, sera d'essayer de renforcer le soutien politique à cette initiative. Parce que nous partageons le constat que face aux défis pour l'Union européenne à venir, que ce soit le financement de son nouveau chemin de croissance, post-crise Covid, pour prolonger donc les efforts de relance, et puis pour financer les transitions écologiques et les transitions numériques, pour lesquelles la Commission européenne évalue les besoins d'investissement additionnels à plusieurs centaines de milliards d'euros par an, un peu moins de 600, la nécessité de pouvoir se reposer sur une offre de financement privé plus importante. Ça s'insère évidemment dans un enjeu de capacité pour l'Europe d'obtenir les résultats qu'elle souhaite, d'assouvir ses ambitions, mais ça rejoint aussi des préoccupations terre à terre, qui est pour les entreprises, notamment en croissance, de trouver les financements plus près de là où elles sont, et pour les épargnants, de pouvoir investir avec des perspectives de rendement, sachant qu'à la fin, quand même souvent corrélé avec la croissance d'une économie. Donc, normalement, toutes les briques sont là. Mais encore une fois, c'est un sujet qui nécessite du temps, de la patience, de la constance, pour pouvoir avancer. Ça n'est pas un sujet, contrairement par exemple à l'union bancaire, d'autres objets politiques commençant par union, pour lequel il s'agit de faire des grands changements institutionnels. C'est beaucoup plus des petites choses, mais qui, mises bout à bout, peuvent avoir beaucoup d'impact. Alors, pour entrer peut-être
davantage dans le concret. On a besoin d'un soutien politique plus affermi, plus constant. Et pour ce faire, l'ambition, c'est de démontrer à quoi cela peut servir d'avoir des marchés de capitaux européens plus profonds, plus efficients. Et pour ce faire, il faut pouvoir lier cet aspect-là avec des résultats concrets, de dire tant d'entreprises peuvent obtenir davantage de financement et ça traduira par tant de croissance en emploi notamment. Ce type de choses qui nous manquent, et donc il y a un effort sans doute d'analyse économique derrière pour pouvoir traduire ça en termes très concrets. Et plus orienté vers les consommateurs finaux de ces services financiers, encore une fois les ménages et les entreprises. Permettrait aussi de démontrer que l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas juste un débat entre acteurs financiers et régulateurs qui concernerait quelques États membres, quelques places financières, à être en compétition entre elles. On est dans un monde ouvert, on est dans une situation où les marchés de capitaux européens, suite au départ du Royaume-Uni, sont plutôt sous-développés par rapport à la puissance économique de l'Union européenne. Et donc, il y a beaucoup à construire. Quelque part, c'est un signe qui doit être vu comme positif, selon moi. On a un business plan de développement des marchés de capitaux qui est à peu près assuré pour beaucoup d'années à venir. Et quand on a cette opportunité-là, l'idée, c'est plutôt de la saisir. Le fait de s'adresser aussi aux utilisateurs finaux, au-delà de parler davantage, sans doute, aux gens qui ne sont pas forcément des spécialistes et aussi aux hommes politiques et femmes politiques, ça permet aussi de démontrer que c'est un sujet qui concerne tous les pays de l'Union européenne. Et donc, les 27, qui ont tous des ménages épargnants, qui ont tous des entreprises en recherche de capitaux et qui veulent se développer. Et donc, ça intéresse évidemment l'ensemble de ces États membres. Simplement, on n'a pas d'objet en tant que tel, de législation, de réglementation, qui en serait un porte-drapeau, un porte-étendard de cette ambition de développer les marchés de capitaux. Mais quelque part, c'est pas très grave si on trouve une autre façon d'asseoir le soutien politique à cette initiative. Et si on veut asseoir ce soutien politique, c'est une possibilité, c'est sans doute de démontrer que ça porte ses fruits et que ça apporte quelque chose. Donc, on a beaucoup de débats législatifs avec un niveau européen, suite à des propositions de la Commission européenne, notamment au regard de son plan d'action. On a des choses importantes à cet égard en discussion sous présidence française. On a la revue du règlement MIF, on a avec la Consolidated Tape, on a le projet de European Single Access Points pour la centralisation des informations financières et extra-financières. On a en matière de gestion d'actifs des textes sur la revue de la directive AIFM, et puis le règlement LTIF pour essayer de développer ces fonds de long terme. On a aussi, moi je l'inclus dedans, la revue de Solvabilité 2 pour faire que les assureurs soient davantage présents et actifs sur les marchés de capitaux. Parce qu'il y a quand même un constat qu'il faut garder en tête, c'est que l'Europe, l'Union européenne, est la première juridiction au monde en termes d'épargne. Les épargnants européens épargnent beaucoup quand on compare à d'autres juridictions. Donc, on est assis quelque part sur un montant d'épargne tout à fait important. Et pour autant, on a des manques, des désalignements entre cette offre et cette demande, avec du côté des épargnants une prédilection pour des placements sûrs, garantis à tout instant, parfaitement liquides, mais extrêmement peu rémunératifs.
Alors évidemment, les préférences des épargnants sont à prendre en compte, c'est même la priorité, mais on sent qu'il y a une demande accrue de savoir à quoi sert son argent, et puis une demande accrue aussi d'essayer de trouver quand même du rendement. Et dans ce cadre, c'est aussi un gisement d'opportunités pour façonner les marchés de capitaux en apportant davantage de capitaux, y compris par les investisseurs particuliers, euh, partout en Europe, et en façonnant quelque part une façon européenne de les développer. On ne va pas forcément répliquer les fonds de pension américains dans tel et tel État membre. On peut être attaché à des régimes de retraite davantage par répartition au public, mais on peut aussi développer une capacité et un leadership même européen en matière de marché de capitaux orientés vers la durabilité, la soutenabilité et même attirer en ce sens des capitaux étrangers. Euh, L'enjeu, donc, c'est de le rendre plus concret, quelque part d'avoir une démarche qui soit davantage orientée vers les résultats que vers juste la vérification qu'on a fait des réglementations, qu'on a changé des réglementations sans forcément vérifier quel impact ça a eu. Donc quelque chose de plus proche des gens, de plus pragmatique, et puis de plus holistique, terme à la mode, mais tout à fait pertinent ici, parce qu'on sait que ça sera donc une multiplication d'initiatives qui permettront de développer cela. Multiplication d'initiatives, tant au niveau européen, et la Commission donc a son plan d'action qu'elle met en place et pour lesquels le Parlement et le Conseil travaillent également, mais aussi au niveau national, parce que tout ne relève pas du niveau européen. Et encore une fois, la priorité est sans doute d'apporter davantage de capitaux plutôt que de vouloir à tout prix dès à présent lever certaines barrières entre pays. Si on fait l'union entre mains, ça restera pas grand-chose. Si on développe les marchés de capitaux, ça sera sans doute plus aisé après pour réaliser une union parce que les forces de marché et les participants auront plus de matière pour inciter à une plus grande efficience. Peut-être un dernier point sur cela. La Commission prépare la stratégie pour la participation des investisseurs particuliers dans les marchés, post-présidence française. Ça sera évidemment un élément très important à intégrer dans les marchés de capitaux dans ce projet. Ça sera un beau test aussi pour vérifier si nos efforts actuels pour affermir le soutien politique en la matière auront porté leurs fruits, parce qu'on touchera à des sujets qui seront forcément sensibles. Il est évident que le développement des marchés de capitaux en Europe doit suivre une voie européenne qui est la préservation de la stabilité financière, les enjeux de protection des investisseurs, évidemment, au cœur de nos préoccupations. Mais la protection des investisseurs, ça n'est pas nécessairement de les mettre à tout coup sur des produits qui ne rapportent rien. C'est plutôt éviter les risques. À un moment donné, si on souhaite que l'Europe soit toujours dans la course des grandes juridictions et son mot à dire par rapport à des grandes puissances, ça nécessite de financer une prise de risque, parce qu'on sait très bien que nos transitions écologiques et digitales ne réussiront pas sans une prise de risque qu'on doit donc financer pour espérer qu'elle puisse être remplie de succès par la suite. Donc, il y a un aliment d'intérêt. Je pense qu'il faut qu'on puisse développer de manière concrète, touchant tout le monde, tous les États membres. Et c'est notre ambition, qui est réellement une ambition européenne en la matière. Une façon aussi d'être européen, c'est bien sûr de conserver et de renforcer le leadership en matière de finances durables. Et pour ce faire, au-delà de tous les textes qui ont été mis en place ou qui sont en cours d'être mis en place ou qui viendront par la suite, je n'ai pas de doute que nous sommes qu'au début du voyage, c'est aussi l'appropriation par tous les acteurs de ce cadre qui se met en place, comme tout nouveau cadre qui se met en place, qui est ambitieux, qui vise quand même à
transformé, à être transformant. Il y a des interrogations, il y a des difficultés d'appropriation. Donc, un dernier message, c'est au-delà des textes, c'est vraiment leur appropriation. Donc, comment c'est mis concrètement en œuvre par les acteurs. Si je pense par exemple au reporting extra-financier de durabilité, comment les entreprises vont pouvoir s'approprier. Et c'est un enjeu, je pense, majeur qu'on s'efforce que ce ne soit pas vu comme une contrainte supplémentaire sans vraiment percevoir quelle est l'ambition ou le résultat derrière ou les conséquences, mais vraiment quelque chose qui soit intégré comme nécessaire, mais aussi utile pour les entreprises, pour elles-mêmes se poser les bonnes questions pour réaliser au mieux leur transition. Voilà, donc une forte ambition générique pour l'Union des marchés de capitaux, portée par la présidence française, avec déjà le sentiment qu'il est vraiment nécessaire de renforcer le soutien politique et de trouver des façons de le renforcer sur la durée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez fait un véritable tour d'horizon qui nous montre bien les challenges sur ce grand chantier qui est le marché unique européen. Je retiens surtout cette phrase de vous, plus concret, plus proche, plus pragmatique et plus holistique. Ça résume en tout ce qui nous attend. J'aime aussi le fait que la présidence française et que la France, ayant toujours été vraiment des propulseurs de cette marché des capitaux, et trouver cette vision aussi pragmatique. Je pense que ça nous représente bien après le Brexit. Et moi, j'ai une question pour vous. Je sais qu'on doit être bien dans le temps, mais on a temps pour une question. Et c'est, on a deux marchés qui sont sur nos portes. Il y a la Suisse et le Royaume-Uni. La Suisse, on a vu quand même qui ont quand même un marché qui se veut vraiment concurrent de l'Europe, mais aussi avec le Brexit, le Royaume-Uni, des challenges. Qu'est-ce que vous en dites sur ces deux marchés et comment on pourrait être en relation avec ces deux marchés tout en étant concurrents? Alors, avant même de parler de concurrence, hein, j'en reviens, il y a un sous-développement des marchés de capitaux européens par rapport à la force économique européenne. Donc, avant même de se préoccuper d'essayer de capter telle ou telle activité à Londres ou à Zurich, c'est de développer nos marchés de capitaux sur la base enfin, voilà, de l'épargne abondante qui est disponible chez nous, j'ai envie de dire. Quand même plutôt rare pour l'homme ou la femme de la rue de se dire qu'on va faire appel à un prestataire en dehors de l'Union européenne ou même en dehors de ce pays. Donc, c'est une force de stabilité, je pense, importante, mais aussi de développement, comme je l'ai indiqué. Après, sur les relations avec les pays tiers, alors, la Suisse, il y a eu une discussion par rapport à une votation en Suisse qui posait difficulté par rapport à des règles fondamentales, des principes fondamentaux qui ont construit l'Union européenne. Donc, voilà, il y a eu débat sur l'équivalence avec les bourses, mais c'est sans doute un épiphénomène. Concernant le Royaume-Uni, Brexit, encore une fois, c'est une décision souveraine du peuple britannique. Ce n'est pas quelque chose qui était souhaité par quiconque, je pense, au sein de l'Union européenne parmi les décideurs politiques. Simplement, il a fallu faire face. Et ce que ça a révélé, c'est que, oui, le fait d'avoir mis tous ses œufs dans le panier à l'époque où le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, bah, révèle des fragilités auxquelles il faut remédier. Et là, là-dessus, quand on parle d'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est un leitmotiv de la présidence française, ça se décline évidemment en matière économique et financière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se replier sur nous, ça ne veut pas dire que les marchés européens doivent être entre Européens et puis avec personne d'autre. Au contraire, ce ne serait pas réaliste. De toute façon, il y a une présence très forte d'acteurs anglo-saxons en Europe. Mais si on pense aux banques ou à d'autres gestions d'actifs, on a des implantations en Europe. Donc, quelque part, l'origine, bon, c'est une chose, mais le fait est qu'ils participent directement au marché de capitaux.
capitaux européens sous supervision européenne, sous la responsabilité des décideurs européens. Ça, c'est un élément important. Deuxième point, c'est qu'évidemment, l'Union européenne, je pense, est le fer de lance à travers le monde de l'ouverture en matière économique. Je ne pense pas qu'on puisse la critiquer en la matière, loin de là. Et dans ce cadre, l'idée est bien de réaffermir l'autonomie stratégique, mais dans une économie ouverte, aucun doute là-dessus. Donc, volontiers pour avoir des capitaux de l'étranger investis en Europe, mais si possible, à travers les marchés de capitaux européens. Pas de raison que ça ne puisse pas être le cas. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, pas une forteresse Europe, mais bien ouvert à des investissements, etc., de l'extérieur. Merci beaucoup. Je vous invite à rester si vous avez le temps, mais je comprends tout à fait que votre agenda est très chargé pendant cette présidence et toujours. Donc, vous êtes le bienvenu de rester si vous le pouvez. Je me tourne vers mes panélistes maintenant. Je vous invite à ouvrir vos écrans. Merci beaucoup. Et je rappelle aux participants que dans le chat, vous pouvez vous poser vos questions et n'hésitez pas de poser vos questions. Merci beaucoup. Avant de présenter mes panélistes, je voudrais quand même expliquer, parce que si je suis bien la seule dans ce panel et dans cet événement de ne pas être française, vous m'excuserez parfois que je fais des erreurs de grammaire. Voilà, c'est dans mon enthousiasme que je vais faire le débat, mais pardonnez-moi donc les fautes de grammaire. Et maintenant, je vais très vite présenter, vous les connaissez sans doute, mais laissez-moi juste en toucher un mot. Je présente Jérôme Reboul, qui est secrétaire général adjoint en charge de la direction de la régulation et des affaires internationales de l'AMF depuis le 1er juillet 2021. Avant cela, il a travaillé pendant 11 ans pour la Direction générale du Trésor et s'occupant notamment du Banking Union. Donc, j'espère bien qu'il nous fera un effectif, comme l'a fait Sébastien Raspillier en touché, que l'Union de marché des capitaux n'est pas une Banking Union, une union bancaire, mais bien une autre animale. Bienvenue, Jérôme. Et puis, Jean Berton. Jean est président de Guy Parezen, vice-président de FEDER, qui est la première organisation d'épargnants en France, et vice-président de Better Finance, qui est la Fédération européenne des usagers des services financiers. Évidemment, Jean, vous avez entendu, on veut une union de marché pour les investisseurs retail. Votre opinion sera évidemment bien écoutée et on fera bien un débat. Laure Delahousse est directrice générale adjointe du département des expertises de l'Association française de la gestion financière, AFG. Il a aussi travaillé dans l'audit chez Arthur Andersen et a rejoint le Crédit Lyonnais, puis Paribas Asset Management. Donc, une très grande expérience du marché, des différents secteurs du marché. Cela représente évidemment un point de vue très important ce soir. Guillaume Pillard. Guillaume est fondateur de Nalo, qui est la fintech qui définit la gestion privée du XXIe siècle, comme vous le dites, grâce à ses innovations technologiques et d'usage. Mais avant Nalo, vous avez travaillé 10 ans en finance de marché à Londres et Paris, et vous avez fait le montage de produits d'investissement. Donc, vous avez une expérience de la banque traditionnelle et de l'investissement traditionnel. Donc, je serais très intéressée de voir la comparaison avec ce que vous faites maintenant. Et avant de commencer, juste quelques points. CFA Institute a fait plusieurs études sur le futur du monde financier, le futur du monde du travail suite au Covid. On a vu que le travail, que ce soit dans le monde financier qu'ailleurs, est hybride, avec tous les challenges que ça compose, qu'il y a des rôles très différents qui sont en train de se développer grâce à la crise, qui a montré qu'il faut travailler peut-être pas avec une même vision, mais qu'un portefeuille des gens différents peut aider à créer des innovations, des nouvelles idées, des nouveaux marchés. Donc, il faut apprendre à travailler dans un contexte hybride. Ça, c'est un des messages clés du monde futur du travail qu'on a trouvé chez CFA Institute. Je dirais que la culture des organisations est aussi très importante. Donc, le S de l'ESG, qui met l'accent sur la diversité, l'équité, bien-être,
les motivations de travail, ce n'est pas que dans la finance, c'est partout. Je veux dire, tous les consommateurs, mais les entreprises, tout le monde s'attaque maintenant à une autre vision de ce qui est important. Et je pense qu'il faut se rappeler de ça quand on discute du monde financier. Et dernièrement, j'ai regardé une enquête de confiance de Lederman Trust, qui est une think tank américaine, en 2021, où on voit un net changement de vue de société sur ce qui est important, qui est dans le driving seat, comme on dirait, qui conduit. Et on voit là qu'on se tourne moins vers les gouvernements, on se tourne vers les entreprises, vers les CEO et les PDG, qui, eux, ont un rôle apparemment déterminant pour ceux qui ont participé à cette enquête, qui était mondiale. Donc, le PDG doit se concentrer sur des questions sociétales et que donc c'est important pour la démocratie que les entreprises se mettent pleinement dans leur empreinte où ils sont. Et je pense que ça, c'est aussi très, très innovant. Et dernièrement, je fais rappel et j'essaierai de poster sur le chat si je peux, mais aujourd'hui, la Cour des comptes européenne a sorti un rapport spécial sur les fonds d'investissement et la convergence de la supervision qui est très intéressant. Et j'espère qu'on en pourra en parler un petit peu dans notre débat, mais je vous incite à le regarder, il est très intéressant. Donc maintenant, je commencerai avec la première question que je vais commencer avec Jérôme. L'une des priorités de la présidence française est de mieux protéger les frontières européennes et de réformer les dispositions de Schengen. Mais toutefois, cela pourrait contraster avec l'objectif de développement de marché des capitaux. On a vu cette balance, c'est très compliqué à traiter. Que faut-il pour achever une vraie union de marché des capitaux? Jérôme, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité d'abord pour cette discussion qui s'annonce passionnante. Alors la question que vous posez est compliquée. Je n'aurais garde évidemment de me lancer dans des commentaires sur des questions très régaliennes qui ne sont clairement pas du l'AMF ni de la responsabilité de l'AMF sur les frontières de l'Europe. Sébastien a mentionné tout à l'heure le concept d'autonomie stratégique. Je pense que c'est un bon point de départ pour réfléchir à cette question parce qu'il résume bien à mes yeux les questions et les objectifs que peut se donner la présidence française à la fois dans les relations, dans l'objectif d'approfondissement en fait de l'union et du marché intérieur qui est le sous-jacent à l'union des marchés de capitaux, mais aussi dans la conception qu'on peut se faire des relations que l'Europe doit entretenir avec le reste du monde au service du succès de cette aventure de l'union des marchés de capitaux. La première chose à dire, je pense, et Sébastien l'a dit tout à l'heure, c'est que cette notion d'autonomie stratégique, ça ne peut pas vouloir dire pour l'Union le repli sur elle-même. Et à nos yeux, je pense que ça n'a jamais été ça. Ça veut dire en revanche la capacité pour l'Union d'être maître de son avenir. Et cette notion-là, qui veut dire que l'Union peut s'assurer de l'application des règles qu'elle s'est données dans le fonctionnement des marchés et qu'elle peut compter sur une palette complète d'acteurs et de services qui puissent faire fonctionner ces marchés de capitaux au service de ces économies. Cette notion, me semble-t-il, peut se décliner à travers tous les débats de réglementation qu'on peut avoir dans le cadre de la présidence française. Le premier de ces débats, c'est celui de la supervision. Et Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas l'union bancaire. Et ce qui distingue profondément l'union des marchés de capitaux de l'union bancaire, c'est que contrairement à l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux ne va pas se faire d'abord par une union de supervision. C'est clair, il n'y a pas d'appétit politique pour faire ça. Jusqu'à un certain point, d'ailleurs, je pense qu'on peut le regretter. En tout cas, nous, à l'AMF, on le regrette, puisqu'il y a des dossiers concrets où, en fait, le fait de persister dans l'intervention d'un grand nombre de superviseurs qui ont des pratiques nationales divergentes, c'est un vrai obstacle à la constitution d'un marché unique. Mais voilà, il faut qu'on fasse avec. Et je pense que ça doit nous amener à en tirer un certain nombre de conclusions dans la façon dont on envisage l'approfondissement de l'union des marchés de capitaux. Et notamment, je crois que ça doit nous amener, dans certains domaines, notamment la question de la protection des consommateurs, à reconsidérer l'architecture de supervision qui est historiquement celle de l'union des marchés de capitaux.
J'ai un exemple très concret en tête qui est la répartition des responsabilités entre les superviseurs home et les superviseurs host. L'Union des marchés de capitaux a toujours reposé sur le concept du passeport et de l'autorisation donnée par le superviseur home, celui qui supervise en fait le lieu d'établissement de l'entité. Et on voit que au fin des règles de protection des consommateurs, cet arrangement institutionnel n'est pas forcément le plus efficace. Et notamment que dans un univers où la distribution de l'épargne repose beaucoup sur des canaux digitaux, il a de gros inconvénients. Parce qu'en fait, la proximité avec l'épargnant est déterminante dans la capacité des superviseurs à intervenir de manière efficace. Et donc, je pense que il faudra qu'on soit capable de rouvrir ces équilibres-là en gardant à l'esprit que l'objectif, c'est bien de l'approfondissement du marché intérieur, donc sans objectif qui puisse aboutir à une fragmentation, mais pour que le corpus de règles de l'Union s'applique au mieux. Le deuxième axe, pour moi, c'est celui de l'approfondissement du marché intérieur. C'est un axe qui, pour le coup, parcourt l'ensemble des initiatives réglementaires que la Commission a prises en novembre dernier. J'en mentionnerai deux qui sont à mes yeux particulièrement éclairantes. Le premier, c'est le règlement ESAP, qui est destiné à donner un accès homogène et simple à l'information financière et surtout extra-financière des émetteurs à l'échelle européenne. C'est clairement un exemple de cas où on peut faire des gains probablement assez significatifs en termes d'intégration des marchés de capitaux européens de façon relativement peu complexe. Je ne mésestime pas la complexité du projet opérationnel de mise en place de ESAP, mais le fait est qu'être dans une union des marchés de capitaux où on produit des prospectus dans 26 langues différentes qui sont tamponnés par 26 superviseurs différents et qu'on trouve à 26 endroits différents, c'est clairement pas efficace. Donc je pense qu'il y a des domaines où la présidence essaiera d'avancer rapidement dans l'objectif d'un approfondissement des marchés de capitaux. Un autre exemple de ça, peut-être plus emblématique, en tout cas plus visible dans la presse, c'est la discussion qu'on a actuellement sur la révision de la microstructure des marchés en Europe et notamment de la transparence dans le cadre de la révision du règlement MIFIR, qui est au service de l'établissement en réalité d'un marché des capitaux plus transparent, plus fluide et qui puisse fonctionner à l'échelle de l'Union tout entière. Si je reviens sur le troisième axe, qui est l'axe des relations avec les pays tiers, pour essayer de donner un peu de chair, un peu à ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, l'Union des marchés de capitaux, elle ne peut pas vouloir dire la fermeture. Au contraire, on a d'ailleurs un grand voisin britannique qui malheureusement a quitté l'Union et il est clair qu'on a besoin de l'industrie britannique et qu'on accueille avec plaisir les acteurs britanniques qui viennent contribuer au fonctionnement de notre marché et réciproquement, les acteurs financiers de l'Union ont besoin de l'accès à la place de Londres, aux infrastructures londoniennes. Il n'est pas du tout question dans cette notion d'autonomie stratégique d'essayer de construire une frontière étanche pour les services financiers qui traverseraient la Manche. En revanche, il est question de ne pas dépendre éternellement de nos voisins pour l'application d'une part de nos règles, et ça se décline par exemple dans des sujets dont on discute actuellement en matière de gestion d'actifs, dans le cadre de la révision des directives AIFM. Il est question aussi, je pense, de s'assurer que les services qui sont essentiels au fonctionnement du financement des économies européennes et pour lesquels nous aurons besoin des acteurs britanniques ne nous mettent pas en situation de faiblesse si un jour nous avions une difficulté. Et c'est le sens de la consultation qu'a lancée la Commission sur les chambres de compensation, dans lesquelles la Commission reconnaît la nécessité de donner l'accès aux acteurs financiers européens aux chambres britanniques, mais est à la recherche de solutions qui permettent non pas de rapatrier le business dans l'Europe, ce n'est pas l'objectif, mais de faire en sorte qu'il y ait une offre alternative qui garantisse à l'Europe son autonomie, justement. Voilà un peu les axes qui me viennent à l'esprit en réponse à cette question. Merci beaucoup, Jérôme. Je vais me tourner vers Laure parce que ce serait intéressant de voir votre vision sur ce que vient de dire Jérôme. Est-ce que ça rejoint un peu ce que vos membres voient comme opportunité pour l'Europe? Alors tout à fait, je vais tout à fait m'inscrire dans la ligne de ce que disaient Sébastien et Jérôme, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de forteresse, c'est pas du tout comme ça que nos membres voient les choses.
la notion d'autonomie stratégique, elle est beaucoup plus évidente pour tout le monde. Ce qu'on cherche en fait à financer, finalement, c'est l'Europe qu'on veut pour demain. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à financer cette Europe pour demain? On a parlé de transition énergétique, transition numérique, on est dans un monde qui est en transformation. Et pour financer ce monde en transformation, eh bien, il faut investir. Et pour investir, il faut bien sûr des asset managers, des investisseurs, et en particulier investir à partir aussi de l'épargne des Européens. Et donc, ce qu'on cherche à faire finalement, c'est financer cette transition. Et pour ça, il faut des fonds propres pour pouvoir financer l'innovation. Et donc, comment, à travers cette union des marchés de capitaux, davantage diriger de l'épargne des Européens vers les fonds propres des entreprises, en particulier européennes, pour qu'elles innovent, pour qu'elles se transforment, pour qu'elles se tournent vers un modèle plus durable, plus innovant et qu'elles restent elles-mêmes compétitives, puisque ces entreprises, c'est la vie des Européens, c'est les emplois des Européens, c'est la richesse des Européens à travers leur emploi, à travers leur épargne. Et donc, tout cet objectif de l'Union de marché capitaux, bien sûr, nous, on le partage, d'autant qu'en tant qu'intermédiaire entre les épargnants et les entreprises, puisqu'on dirige l'épargne vers ces entreprises, on a un rôle à jouer. Au niveau européen, les asset managers gèrent 30 000 milliards d'euros. Là-dessus, plus de la moitié finance des émetteurs européens. Pour ce qui est de la partie française, 75% des assets gérés par les asset managers français sont orientés vers l'Europe. Cette proportion est un peu inférieure au niveau européen global, mais de toute façon, c'est une grande majorité. Donc, qui dit autonomie stratégique dit aussi des acteurs financiers forts, dont font partie les asset managers, et on a un rôle à jouer là-dessus. Maintenant, pour arriver à l'objectif de l'Union de marché capitaux, qui est un objectif qui encore une fois, on partage et qui est prégnant en Europe depuis un certain temps, il faut mettre un accélérateur, en fait. Parce que jusqu'ici, on a lancé beaucoup de projets au niveau européen. Tout à l'heure, on a parlé d'ELTIF. ELTIF est une bonne idée qu'on a beaucoup soutenue, mais qu'il faut profondément réformer pour pouvoir diriger ces fonds de long terme vraiment vers l'investissement dans les entreprises européennes, dans les infrastructures d'ailleurs. Or, aujourd'hui, les ELTIF, il y en a une poignée en Europe. Or, on a besoin de beaucoup plus de financement à long terme, de financement en fonds propres, et les ELTIF seront un des outils permettant de le faire. Il y a eu le PEP aussi, malheureusement, il démarre là, et soi-disant, ce plan d'épargne retraite européen, mais on voit bien que malheureusement, on n'arrivera pas aux ambitions que s'étaient fixées au départ. Donc, il y a vraiment une accélération, un besoin d'accélérateur politique pour que les choses avancent. Donc, il y a beaucoup de bonnes idées. Donc, je crois que dans la réforme ELTIF, on va dans le bon sens et ça va permettre de davantage diriger de l'épargne, des financements vers les entreprises dans l'intérêt des épargnants, parce qu'au finalement, aujourd'hui, quand on regarde l'épargne, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien, on a une épargne majoritairement en Europe dirigée vers du court terme, du garanti qui rapporte plus rien aujourd'hui, et donc il faut trouver d'autres solutions. Et donc, arriver à une épargne qui soit plus diversifiée, plus rentable pour les épargnants et aussi dirigée donc vers cette Europe, le financement de cette Europe de demain que nous souhaitons. On a parlé des apps. Les apps, c'est aussi un sujet très important pour avoir de la donnée sur justement les émetteurs pour que nous, investisseurs, après, on puisse diriger en connaissance de cause, en connaissant la qualité ESG et aussi la qualité financière des émetteurs. Et ça, c'est un projet très ambitieux qu'on pousse énormément. On va revenir tout à l'heure, je crois, sur la finance durable, mais tous les textes finance durable sont extrêmement importants. Les travaux de l'EFRAG sur le reporting des émetteurs est extrêmement important. On y reviendra tout à l'heure. Donc, beaucoup de projets ambitieux qu'il faut vraiment porter politiquement, faire aboutir et avec toute l'ambition qu'on porte au départ à tous ces projets. Merci beaucoup, Laure. Et bien sûr, c'est très important le soutien politique, comme le disait aussi Sébastien. Je pense que c'est la première fois que j'entends aussi fortement clairement exprimer qu'on a besoin de ce soutien politique. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'on le dit ouvertement et clairement. Jean, je vais me tourner vers vous parce qu'on a parlé de l'épargne,
Sébastien nous a dit que on est la première juridiction en l'Union européenne de l'épargne mondialement, donc on a vraiment un potentiel énorme. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vraiment développer les marchés des capitaux tout en garantissant une protection élevée des investisseurs? Jean, à vous. Merci Josina, et merci aussi de nous avoir invités en tant que représentants des épargnants à ce panel très intéressant que vous avez organisé à l'occasion de la présidence française. Je crois que ma réponse, ça va tenir dans un mot qui n'a pas pour le moment été prononcé par aucun, je pense, des intervenants, c'est le mot confiance. Et je voudrais dire confiance, 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 comme on dit dans l'investissement immobilier, location, location, location. Voilà, je crois que le maître mot, en fait, c'est la confiance. Alors, la protection des épargnants, bien sûr, c'est un des moyens de développer la confiance, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres moyens, et je crois que nous partageons les objectifs du plan d'action de la Commission européenne sur la CMU, hein, dont je rappellerai rapidement qu'il repose sur une protection adéquate, sur un conseil non biaisé et un traitement équitable, sur des marchés ouverts avec des services financiers et des produits compétitifs et cost efficient. Excusez-moi, je reprends parfois les termes anglais. Hein. Et puis, bien sûr, une information qui doit être transparente, compréhensible et qui doit faciliter la comparaison, puisqu'il faut que cette information serve à faire des choix. Je crois qu'on peut aussi rajouter que, et c'est très important, qu'il faut faire en sorte que les produits d'investissement destinés aux particuliers soient adaptés au profil et aux besoins des particuliers en question. Il faut aussi, et la question se pose aujourd'hui du développement de cette nouvelle façon de voir, je vais appeler ça comme ça, qui s'appelle la value for money, c'est-à-dire est-ce que j'en ai pour mon argent quand j'investis dans un produit financier. Là, je parle bien sûr des problèmes des produits financiers et pas des marchés de capitaux directement, des marchés d'actions et d'obligations. Aussi, il faut donner plus de pouvoir à l'investisseur retail, à l'investisseur particulier. Ça, c'est au niveau des assemblées générales, des votes, etc. Et puis, il faut donc de cette façon-là permettre le développement de la participation des particuliers dans les marchés de capitaux qui, du reste, finalement, c'est une évolution récente depuis la pandémie, mais que l'on voit se dessiner petit à petit avec peut-être des changements de mentalité dans les différentes générations. Alors, le problème, c'est que tout ça, c'est des grands mots, c'est des bons sentiments, mais que les faits, les actes ne suivent pas toujours les bons sentiments en question, et il y a énormément de choses à faire. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps, mais enfin, très rapidement, les points sur lesquels nous voudrions que l'on insiste dans le cadre de cet action plan, c'est bien sûr le développement de l'éducation financière, au niveau des particuliers. Éducation financière qui doit être faite, bien sûr, sans doute, au niveau du point of sale, mais aussi qui est faite dans les entreprises lorsque celles-ci mettent en place des plans de participation en action au niveau des entreprises que connaît bien Laure. Donc, il faut promouvoir le développement de ces plans parce que c'est là où finalement les gens se forment à la détention d'actions et donc du coup pourraient ultérieurement s'intéresser à d'autres entreprises que les leurs, que celles dans lesquelles ils travaillent. Et puis, deuxième sujet
important, c'est tout ce qui concerne l'information telle qu'elle est délivrée aujourd'hui. Nous étions pour la mise en place d'une information qui permette efficacement la comparaison entre les différents produits de façon à faciliter donc le choix des souscripteurs. Ce que l'on constate, c'est que le règlement PRIPS a complètement échoué dans ce domaine-là et nous a fait des documents qui sont totalement illisibles et incompréhensibles, y compris par un investisseur, je dirais, un peu compétent, alors que nous avions dans le cadre des UCITS un KID qui avait quand même quelques avantages, et en particulier l'avantage de donner le maximum d'informations importantes et de fournir ces éléments de comparaison. Il va disparaître normalement à la fin de l'année, je crois, donc c'est très grave, et là, nous demandons que l'on revoie complètement la chose. Donc ça c'est pour les PRIPS et pour les PIP. Excusez-moi, je continue. Donc les questions de l'adéquation d'un produit, ça nous l'avons dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est très très important. Ça doit prendre en compte bien évidemment les besoins réels de l'investisseur qu'il faut arriver à mettre à jour dans le cadre des discussions que peuvent avoir les conseillers avec eux, etc. Mais aussi, bien évidemment, tout ce qui concerne la période de détention, tout ce qui concerne aussi les objectifs d'investissement. On en reviendra là-dessus quand on parlera de la durabilité, quand on parlera surtout de l'ESG. C'est vrai que les épargnants veulent de plus en plus que l'on ait du sens dans son investissement. Je crois que les dernières études montrent que c'est plus de 70% des épargnants qui répondent en disant « oui, je veux mettre du sens dans mon investissement ». Bon, ben, il faut bien évidemment faire en sorte qu'ils puissent le faire avec les informations qu'on leur donne et les conseils qu'on leur donne. Bon, il y a d'autres éléments. Et puis, alors, il y a un élément fondamental, et là, qui nous préoccupe énormément, c'est le problème du conseil biaisé. Donc, nous souhaitons que le conseil ne soit pas biaisé. Le conseil biaisé, pour nous, étant le conseil qui résulte du système européen, des inducements, c'est-à-dire des rétrocessions ou des kickbacks, comme on dit aussi en anglais, rétrocessions de commissions qui sont versées par le producteur, en l'occurrence c'est la société de gestion d'un produit, au distributeur, qui est censé en effet conseiller ses clients, mais je dirais que tout ce que nous avons pu regarder, voir dans nos études, nous avons demandé des remontées au niveau de l'ensemble de nos associations au niveau européen, puisque nous couvrons avec Better Finance l'ensemble des pays européens, eh bien, cela nous prouve que, en fait, non, manifestement, le conseil est biaisé, non pas nécessairement dans 100% des cas, mais enfin, il y a des cas importants dans lesquels le conseil est biaisé, et il faut faire en sorte que cela disparaisse. C'est-à-dire que nous plaidons pour... Alors, je ne dirais pas qu'on plaiderait pour la suppression des commissions, etc., mais on plaide pour le fait qu'il faut très clairement que comme dans le cas du reste de MiFID, que dans l'ensemble des cas, l'épargnant puisse savoir exactement s'il a en face de lui un conseiller indépendant ou s'il a en face de lui un conseiller qui va toucher une commission en fonction du produit qu'il lui aura placé. Voilà, ça c'est très très important. Donc il faut que ça se sache, et bien évidemment il faut aussi pousser au développement de produits, en particulier dans le domaine de la gestion collective, de produits qu'on appelle des clean share classes, des produits ayant des clean share classes, pardon, et faire en sorte que ces produits-là, ça souscrit. Alors, on a un problème en France, par exemple, où la plus grande partie, finalement, de l'épargne est dirigée à travers l'assurance vie vers des unités de compte, et ces unités de compte
qui sont souscrites par les compagnies d'assurance, hein, puisqu'elles appartiennent aux compagnies d'assurance qui se contentent d'avoir un engagement de rendre la valeur de ces unités de compte lorsque le contrat vient à échéance ou lorsqu'on le rachète. Donc, les produits, les UCITS qui sont achetés par ces compagnies d'assurance sont très souvent des UCITS dites retail. Et les UCITS retail ont des frais qui sont largement de 0,70 à 0,80, voire parfois beaucoup plus, supérieurs à ce qu'on trouverait dans une clean share class. Et on en a l'exemple, puisqu'en France, on a maintenant, depuis quelques temps, quelques investisseurs institutionnels, quelques compagnies d'assurance, dont Allianz, je peux la citer, qui ont développé des produits basés sur les clean share class, donc qui font qu'il n'y a plus ces rétrocessions qui viennent polluer la rémunération future de l'épargnant. Parce que, comme le disait très bien Sébastien Rasspillier, la participation des épargnants, elle est essentielle à l'union des marchés de capitaux, parce que c'est eux, in fine, qui mettent de l'argent. Les investisseurs institutionnels ne sont que des intermédiaires, sauf les investisseurs, enfin, dans le cas de l'assurance, sauf les investisseurs institutionnels que sont bien évidemment les compagnies d'assurance dommages, où là, c'est autre chose. Mais les investisseurs institutionnels, en général, donc, sont des intermédiaires dans le domaine de l'assurance vie. Bien évidemment, les sociétés de gestion et les UCITS sont aussi des intermédiaires. L'argent, il vient des épargnants. Donc, il faut que l'épargnant en ait pour son argent. Et c'est le dernier point, c'est le problème des frais. Mais là, je viens d'en parler avec l'histoire des rétrocessions. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon, je parle trop. Merci Jean. Je vais couper. Je ne voulais pas vous couper parce que vous étiez bien parti dans la présentation de vos points. Mais je vais demander dans l'intérêt du temps, parce qu'il nous reste une demi-heure à peu près, d'être un peu plus bref dans vos réponses qui viennent. Mais Guillaume, je vais quand même vous laisser un peu plus de temps, comme j'ai laissé aux autres dans cette première question. Mais voilà. Guillaume, je me tourne à vous parce que vous avez dit FinTech, vous avez développé une FinTech, gestion d'actifs pour le 21e siècle. Pour vous, quels sont les obstacles les plus importants pour le développement du marché des capitaux? Pouvez-vous nous donner aussi des exemples peut-être par rapport à des différents pays européens? Merci. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais avoir un langage beaucoup plus terre-à-terre et empirique, on va dire, avec l'expérience de terrain d'épargnants particuliers français, parce que Nalo est une société qui fait de la gestion de patrimoine et les clients sont des clients particuliers et effectivement en utilisant comme véhicule l'assurance vie. Et donc, en 6 ans et demi de confrontation à des gens tout à fait normaux qui ne sont pas des professionnels de la finance, il y a un ensemble de barrières moi, je les mettrais dans 2 catégories. Le client lui-même est une barrière. Donc, c'est d'abord des sujets d'éducation, de culture, etc. Et un deuxième pool qui serait des barrières liées à l'environnement. Donc, des histoires de concurrence, de volonté politique, etc. Et effectivement, on peut voir ça à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et évidemment, quand on passe à l'échelle européenne, je pense que c'est redoutablement plus compliqué parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de cohérence réglementaire, fiscale, politique, juridique, etc. en ce qui concerne l'investissement pour les particuliers. Donc, tous ces problèmes sont exponentiels. Si je détaille un petit peu, si on prend le particulier, il est très mal éduqué. En France, les Français ils sont pas plus bêtes que les autres, mais d'un point de vue culturel, on est dans un pays qui est très paternaliste. C'est l'État qui s'occupe des retraites. On a été biberonné à des produits d'épargne à capital garanti, les livrets, le livret A par exemple, hein, le fonds euro de l'assurance vie. En l'an 2000, le fonds euro, c'était 5,5% capital garanti. Moi, j'aurais mis toute ma fortune. Ça ne marche plus aujourd'hui. Mais pour que les Français et peut-être les Européens investissent de façon massive sur le long terme leur patrimoine pour le faire fructifier, il faut les éduquer. Je pense aux Américains, par exemple, où on doit se constituer sa propre retraite et mécaniquement, on est forcément confronté à ce que c'est que
les marchés financiers, les actions, les obligations, ce que c'est qu'un rendement, ce que c'est que la composition des intérêts, etc. En tout cas, beaucoup plus qu'en France. C'est un sujet qui est tabou à l'école. Moi, au collège, au lycée, j'ai jamais eu de cours de finance. Ça serait utile qu'on soit exposé à ce genre de choses tôt, peut-être même avant le collège. Les rétrocessions, c'est un sujet. Bon, j'y viendrai sur le deuxième pool. La culture, je l'ai évoqué. On peut parler des biais cognitifs. Quand je dis que le client est son pire ennemi ou sa première barrière, à partir du moment où on est mal éduqué, on va tomber dans le monde du réflexe. Et notamment dans le monde financier, c'est très, très dangereux. Puisque on va écouter les pires conseils, on va allumer la télé le matin et paniquer et donc vendre ou acheter au pire moment, etc. Le market timing, tout le monde sait que ça ne marche pas. Un des piliers centraux de Nalo a été de créer des parcours clients, de créer du contenu pédagogique pour essayer de limiter les biais de nos clients, de les protéger de leur propre cerveau. On a même fait un podcast sur ces sujets. On s'est beaucoup inspiré de la recherche académique sur le sujet, notamment Richard Thaler, qui est l'auteur de Nudge et qui est le prix Nobel de 2017 sur ces sujets. C'est très important, ça fait partie de l'éducation financière, c'est important de sortir de l'émotif quand on investit et d'essayer de rendre le client le plus rationnel possible. Alors, donc, en synthèse, et je mettrai ça sous le signe de l'éducation, c'est un sujet qui est absolument majeur pour rendre les clients autonomes. Nous, on a cherché à désintermédier le marché. Donc, l'assureur, en effet, dans l'assurance vie, les asset managers d'OPCVM, tout ce qui est, ou les brokers, tout ce qui est un intermédiaire ne va faire rien d'autre. Et je suis un peu piquant, j'aime bien être provocateur, mais il va ne faire rien d'autre que de prendre des frais dans la chaîne de valeur. Et ça va venir réduire le rendement pour le client final. Donc, un client qui est éduqué, qui utilise des ETF, par exemple, en tout cas qui utilise des produits à bas frais et qui limite les intermédiaires, c'est un client qui va être beaucoup plus autonome et qui va voir le fruit de son travail beaucoup plus à la fin. Rapidement, parce que je sais qu'il faut être succinct, sur l'environnement, c'est peut-être ça le deuxième plus gros challenge. Pour unifier le marché, donner de l'appétit aux épargnants pour qu'ils sortent des produits à capital garanti, c'est une véritable libre concurrence pour qu'on puisse sortir de vieux produits vers de nouveaux produits. Et ça a été notre cheval de bataille et ça le reste. La transabilité de l'assurance vie, qui a été travaillée en 2018 au cours de la rédaction de la loi Pacte, qui a été votée au cours de la loi Pacte, est un principe qui est aujourd'hui quasiment pas appliqué, malgré un travail de la FFA, malgré un travail politique. Il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que si on extrapole ce sujet de la transabilité de l'assurance vie, en tout cas en France, il y a le sujet de la complexité de l'offre financière en Europe. Encore une fois, j'ai envie de comparer aux États-Unis où l'offre est très balisée depuis des décennies. Il y a assez peu de produits finalement. Il y a le 401k, il y a quelques produits niches comme ça pour épargner pour des études d'enfants et autres, mais l'offre, elle est très simple et du coup, elle est très lisible. À partir du moment où les capitaux sont enfermés dans des produits qui ne sont pas transférables en ce qui concerne le client final, il est enfermé dans une fiscalité qui est punitive, il est enfermé dans j'ai envie de dire, une phobie administrative ou une lassitude, et donc, il n'y a pas d'innovation. C'est tout bête, Quand il n'y a pas de concurrence saine, il n'y a pas d'innovation, et donc, on est dans un environnement qui est très sclérosé, en tout cas en ce qui concerne le client final. Voilà, je pourrais m'étaler encore un petit peu, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait aller assez vite. Peut-être juste au niveau européen, ça sera mon dernier mot là-dessus. On nous a longtemps dit que les fintechs américaines dans notre secteur allaient envahir l'Europe. On s'est demandé pourquoi les premières fintechs en Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre, n'ont pas envahi le marché européen. Ce qu'on appelle les robo-advisors, c'est un terme que j'aime pas du tout, mais ce qui est la gestion de patrimoine automatisée, elle est extrêmement segmentée en Europe. Chaque pays a ses champions. Mais c'est parce qu'il y a des barrières culturelles, il y a des barrières fiscales entre pays, il y a des barrières juridiques. Comme l'environnement n'est pas unifié, en fait, les fintechs se concentrent sur leur petit marché, et vraiment petit marché. Et c'est un problème, puisque en Chine, aux États-Unis, il y a d'autres régions du monde où il y a une force de frappe qui est colossale
pour ces fintechs qui peuvent se développer beaucoup plus vite et qui mettent en danger le marché européen, puisqu'on est là, nous, à bricoler et on n'est pas en mesure de proposer une offre qui soit unifiée à l'échelle européenne pour aller plus vite. Ça c'est un vrai sujet et donc il faut une volonté politique. Je pense que c'est très important d'aller vers une unification fiscale, réglementaire sur le sujet, ça a été évoqué. Tant qu'on n'aura pas ça, on bricolera en fait. Et c'est dommage parce que la France, je pense, a des belles entreprises sur ce sujet, mais d'autres pays aussi, et j'accueillerais très bien que cette concurrence de la FinTech s'installe véritablement à l'échelle européenne. Merci beaucoup, Guillaume. Et tandis que vous parliez, je me rappelais mes débats avec mes collègues américains qui, eux, pensent toujours qu'on devrait avoir un marché comme eux, mais c'est impossible, vous l'avez rappelé, par les divisions fiscales, linguistiques, etc. Et ça, c'est un challenge pour nous en Europe. Je voudrais aussi rappeler, vous aviez parlé d'éducation financière, je voudrais vous dire qu'il y a une family office polonais avec lesquels travaille Gigi Fisma et l'OCDE et même nous-mêmes à CFA Institute maintenant, qui propose de l'éducation financière pour les écoles primaires. Et je trouve que vous aviez dit que c'était important de le faire avant le collège. Je pense que c'est même clé de commencer si tôt pour les enfants. Bon, on a clôturé un peu les premiers points de vue qui ont éclairé déjà pas mal. On va tourner vers l'agenda durable. Laure, je vais me tourner vers vous. Les enjeux dans les règles de la finance durable sont difficiles. Il y a un tas de régulations qui est sorti. Je ne vais pas dire tsunami, comme on avait dit du temps de la crise financière, mais ça en ressemble. Et en très peu de temps, je me rappelle qu'en 2015, l'Action Plan de l'Union marché des capitaux avait une petite phrase sur l'agenda durable. Et c'est réparti depuis 2015. En 7 ans, on a traversé pas mal de choses, une vraie challenge pour l'industrie. Donc, pour vous, quels sont les enjeux pour vos membres? C'est vrai que l'agenda, comme vous le disiez, l'agenda européen en matière de finances durables est extrêmement ambitieux. Et il a raison, hein, d'ailleurs, parce que, encore une fois, on doit financer ce monde en transition. Or, on a la chance en Europe de s'appuyer sur des acteurs des asset managers, mais aussi des investisseurs institutionnels qui ont investi de manière durable, enfin en tout cas qui ont créé la notion d'ESG de façon assez tôt, avec des grands investisseurs institutionnels qui ont souhaité dès le départ investir non seulement sur des critères financiers, mais aussi extra-financiers. Avec, si on peut citer en France l'épargne salariale qui, elle aussi, a poussé l'ESG et donc avec une expertise partout chez les gérants européens qui s'est développée sur l'ESG. Et donc, avant même que la réglementation s'empare de cette matière, on a vu naître des offres. Alors, il y a eu le meilleur et il y a eu aussi le pire, d'où tous les débats sur le ESG washing, le greenwashing, et que la réglementation a circonscrit et pour empêcher ces offres qui polluaient le reste, c'est le cas de le dire. Et donc, aujourd'hui, on a une réglementation au niveau européen qui est un véritable tsunami, moi je vais reprendre votre terme quand même, hein, avec taxonomie, SFDR, CSRD, l'écolabel, et tout ça tombe en fait sur les asset managers européens, avec ces textes n'ont pas forcément été vus en cohérence entre eux, en cohérence aussi avec les réglementations nationales qui existent. Et aujourd'hui, les asset managers, ils ont beaucoup de mal à absorber toute cette réglementation le mur qui arrive devant nous, là, c'est qu'à partir de l'été prochain, dans les questionnaires MIF qui servent de base au dialogue entre les clients ce conseiller financier, on va devoir leur demander s'ils ont des préférences ESG, et s'ils ont des préférences ESG, est-ce qu'ils préfèrent avoir 30% de ceci ou 40% de cela? Or, ils n'ont pas la maturité, l'éducation extra-financière, on pourrait dire, pour répondre aujourd'hui à ces questions. Et donc, nos asset managers, ils sont devant ce déferlement de réglementation. Et il ne faudrait pas que ces gestions de conviction
que sont les gestions durables se transforment en une gestion de la conformité à des réglementations qui sont peu compréhensibles. Et ça, c'est le gros challenge qui s'offre, devant lequel sont les asset managers partout en Europe aujourd'hui. Mais avec une vraie volonté d'avancer dans cette expertise, dans le développement de cette gestion ESG qui représente déjà, avec plus ou moins d'intensité, mais un tiers grosso modo des encours gérés en Europe, avec des fonds très ESG, des fonds plus dans l'intégration ESG plus light, mais en tout cas, maintenant, ça fait partie de notre réglementation. L'enjeu aussi qu'on a, c'est que on est dès cette année-là contraint de faire des reportings sur la façon dont on investit de manière ESG. Or, les émetteurs, les entreprises, elles n'auront les mêmes contraintes que dans 2 ans. Et donc, on va devoir reporter sur des éléments, des indicateurs ESG, par exemple l'empreinte carbone, sur lesquels les émetteurs, les entreprises ne sont contraints de communiquer que dans 2 ans. Et donc, on a un vrai problème de décalage. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les travaux de l'EFRAG, mais aussi sur les apps, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir accès à ces données sans devoir dépendre de providers qui sont aujourd'hui un peu oligopolistiques et donc qui coûtent cher, et donc d'avoir une donnée de qualité en accès direct et avec un reporting harmonisé des émetteurs, et ça c'est très très important. Merci beaucoup, Laure. Je vais me tourner vers Jean, parce qu'évidemment, tout ce qui est information, vous en avez touché un mot sur PRIPS, la complexité de l'information qui est là pour l'investisseur privé. L'agenda durable a introduit encore plus de confusion, comme l'a mentionné aussi Laure. Pour vous, et je vais vous demander maintenant, parce qu'on est à 7h10, de vouloir rester à 2 minutes et pas plus, s'il vous plaît. 1 minute. 3 minutes. Oui, alors très rapidement, c'est en effet ce que vient de dire Laure. Enfin, on voit bien, on est face à une croissance quasiment exponentielle des contraintes, des demandes et des contraintes. Il est évident que l'épargnant va avoir beaucoup de difficultés à faire le choix, à faire son tri dans toute l'information qu'il va recevoir. D'où l'importance essentielle de l'éducation financière, on revient là-dessus, et je crois qu'on le redira encore une dernière fois à la question 7, mais ça me paraît, c'est essentiel, et je crois qu'il faut viser à essayer de simplifier le message, c'est-à-dire que les catégories soient clairement expliquées, et qu'on fasse en sorte que, alors là, il faut peut-être une vision externe, il faut que l'on soit certain, bien évidemment, qu'on ne va pas être en face de greenwashing ou de choses en ce genre, donc il faut que, très clairement, quand quelqu'un se met dans une catégorie, il détermine la catégorie, il faut qu'on ait les moyens de vérifier que c'est exact et que c'est pas du pipeau. Voilà, par un tiers de confiance ou je ne sais quoi, ou le contrôle des autorités de contrôle elles-mêmes, parce qu'après tout, c'est leur boulot de vérifier que ce qui est écrit est conforme. Voilà. Ça vous suffit? Merci beaucoup. Oui, désolé, on pourrait en parler et vraiment, je suis confus de devoir vous demander de rester à C'était de ma faute. Intervenances plus courtes. Guillaume, je vais me tourner vers vous parce que on a parlé donc du suitability criteria. On intègre maintenant les préférences en manière de développement durable. Quels sont les challenges là-dedans de vraiment intégrer ces préférences dans le processus d'évaluation de suitability pour le client? Alors, moi, j'ai une vision assez paradoxale du sujet. En fait, je ne comprends pas pourquoi on essaye de faire ça. D'un point de vue très rationnel, en fait, d'un point de vue très technique sur ce que c'est que la suitability, l'adéquation d'un investissement pour un client, à la base, l'idée historique, c'est l'adéquation du risque. C'est que en termes de diversification des produits, en termes de portefeuille, en termes de niveau de risque dans ce portefeuille, on soit compatible avec la capacité de prise de risque d'un client final par rapport à son reste à vivre, son épargne, son niveau de vie, ses ressources, etc. Et effectivement aussi l'appétence ou l'aversion pour le risque. Parce que ça serait bien dommage de faire des crises cardiaques aux clients qui sont pas capables, par manque d'éducation financière, de voir
crashs boursiers ou des fluctuations au sein de leur portefeuille. L'ESG, enfin tout ce qui est durable, à la limite, ça devrait être une obligation pour tous. Ça ne devrait pas être de l'ordre des préférences. Parce que quand on investit de façon rationnelle, comme je l'ai expliqué, et si on reprend encore toute la recherche académique sur le sujet, il faut sortir des biais cognitifs, il faut sortir de tout ce qui est émotif. La meilleure façon d'investir, c'est d'être un robot, en fait, d'être ultra rationnel. C'est pour ça que j'ai créé Nalo. C'est pour ça que je suis convaincu que les algorithmes font mieux que les humains. Quand on commence à demander aux gens, et c'est un des écueils pour moi, c'est un avis personnel, mais tout ce qui est financement participatif, c'est un peu le même sujet. Quand on commence à demander aux gens leurs préférences sur le l'ESG, sur le durable, et on est sur de l'émotif. Et donc, on vient mettre à mal en fait tout ce travail de rationalité pour avoir des portefeuilles qui soient purement adaptés à des chiffres, en fait, à des capacités de prise de risque. Donc, je ne comprends pas. Alors, bien évidemment, je comprends, mais c'est très intéressant de collecter cette information dans une connaissance client. OK, mais il ne faudrait surtout pas que cette information elle vienne biaiser les allocations d'actifs. Parce que ça, pour moi, c'est une erreur de gestion. C'est peut-être matière à réfléchir. Et peut-être que je suis un peu schizophrène parce que moi, à titre personnel, je suis père d'un jeune enfant maintenant de quelques mois. Je me dis dans quel monde est-ce qu'on va faire grandir nos enfants. Évidemment que c'est important à tout prix d'accompagner cette transition énergétique, sociétale pour un monde qui soit plus durable. J'en suis, moi, à titre très personnel, convaincu. Mais il y a un vrai sujet sur comment ça se déploie de façon rationnelle d'un point de vue financier derrière. Il ne faut pas mélanger les préférences individuelles des gens et ce qui est de l'ordre de l'investissement purement rationnel. Ce n'est pas évident comme sujet. Voilà. Non, ce n'est pas évident. Et je vais me tourner vers Jérôme maintenant parce que dans cette conversation, on a touché l'éducation financière, la gouvernance des produits, la responsabilité aussi fiduciaire des conseillers, des asset managers. Ce triangle, c'est un triangle qui est basé sur un poids égal ou est-ce que vous accorderiez un poids différent, par exemple, à la gouvernance du produit ou à la responsabilité fiduciaire? Jérôme, comment vous voyez l'importance des différents points de ce triangle? Et est-ce que on doit, si on regarde ce triangle et l'enjeu ESG, est-ce qu'on doit former les conseillers financiers beaucoup plus aux investissements durables? C'est une question qui est compliquée. Peut-être pour répondre, moi je partirais volontiers des propos de Guillaume. Il est parfaitement admis, je crois, dans la théorie économique qu'il n'y a pas de portefeuille optimal au niveau individuel, sauf s'il n'y a aucune hétérogénéité dans la version pour le risque. Dans un monde sans investissement durable. Donc, le concept de je vais demander au client ses préférences pour savoir dans quoi il veut être investi, il est, me semble-t-il, techniquement solidement fondé. Et en fait, le fait qu'on adapte la structure d'investissement de chacun à ses préférences, c'est en soi un élément d'efficacité économique. Même si on croit, par exemple, que les marchés sont parfaitement efficaces et il y a quand même un argument économique fort pour dire les ménages ont des appétits pour le risque qui diffèrent et donc vont avoir une allocation optimale, même si toutes leurs caractéristiques objectives sont identiques, qui ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que autant cette notion dans l'univers purement financier, elle est facile à décliner, autant en revanche, dans l'univers non financier, dès que les préférences du client sont un peu plus sophistiquées, elle est très compliquée parce que, par construction, c'est du client qu'il faut qu'elle vienne. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme on a construit un cadre qui est d'une complexité effroyable, on ne peut pas compter sur le client pour dire, voilà, mes préférences de durabilité, voilà comment elles s'écrivent dans le langage de la taxonomie ou du règlement SFDR.
Et donc, il va falloir qu'on demande aux intermédiaires financiers de faire ce travail d'éducation du client. Mais c'est vrai que le monde optimal, le monde vers lequel il faudrait tendre, c'est un monde dans lequel, dans ce domaine-là, je dirais par excellence, peut-être plus encore que dans le domaine purement financier, il faut que le client, à terme, soit complètement autonome dans la manière dont il élabore ses choix. Évidemment, pour nous, régulateurs, là, ça dépasse un peu la portée naturelle de notre champ d'action, mais je dirais il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est que, effectivement, et ça a été dit d'ailleurs, il faut qu'on arrive à simplifier l'environnement réglementaire en matière de durabilité qui est trop complexe. Ça s'explique par le fait qu'on a voulu aller très vite. On est allé très vite, d'ailleurs, l'Europe a plutôt de l'avance dans ce domaine-là. Et du coup, comme toujours, quand on va très vite, on a fait des erreurs. On va les corriger, mais ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on ait stabilisé un environnement dans lequel tous les textes se parlent bien et du coup, on aura quelque chose de simple. Et après, il y a une deuxième chose qu'on peut faire, et là, ce que je dis, c'est un peu hétérodoxe peut-être pour un superviseur. Il faut qu'on arrive, nous, superviseurs, à se débarrasser de la peur que nous avons d'être accusés de greenwashing. Parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle on va tellement loin dans la complexité. C'est qu'en fait, non seulement on a peur que les intermédiaires financiers fassent du greenwashing, et c'est notre travail de les en empêcher, mais en plus, on a peur que nous-mêmes, on soit d'une certaine façon complices de leur travail de greenwashing. Et ça nous amène à surenchérir, sans doute de façon excessive, mais pour des raisons qui se comprennent, qui sont, je pense, empreintes de bonnes intentions, dans les contraintes qu'on impose aux intermédiaires financiers. J'ai en tête un exemple très concret de ça, c'est il y a une consultation aujourd'hui sur les préférences de durabilité qui a été lancée par l'ESMA, qui propose un schéma de déclinaison du règlement MIF en matière de durabilité dont l'industrie nous a fait savoir qu'elle trouvait qu'elle est très complexe. C'est vrai qu'elle est très complexe, mais dans la discussion entre superviseurs, la complexité est venue très très loin dans les préoccupations, parce que la première préoccupation qu'on avait, c'était est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui vont profiter pour vendre comme durables des investissements qui en fait ne sont pas durables. Et ça, pour nous, comme d'ailleurs pour l'industrie financière, c'est un risque de réputation qui est mortel. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser, je crois, cette inquiétude qui est légitime, mais qui ne doit pas être paralysante dans notre travail. Je pense que effectivement, vous en avez mis dans le point juste et je pense, je compare l'action des régulateurs aujourd'hui et d'il y a 10 ans, disons. Je dirais que la supervision, la régulation est beaucoup plus forward-looking, donc regardant à l'avant qu'avant. Avant, c'était toujours regardant le passé, agir sur le passé. Et ça, je pense que c'est un grand changement. Je vais me tourner pour la question du triangle et quelle balance il faut donner à Jean mais très court, parce qu'on a encore une question que je voudrais vraiment vous poser à Guillaume, Laure et Jean. Donc, Jean, si vous pouvez répondre brièvement à cette question sur le triangle. Je crois que la balance, il faut bien évidemment que tous les points sont importants, mais enfin l'éducation financière, c'est à mon avis un des éléments de base, et elle s'applique non seulement aux particuliers, investisseurs, épargnants, mais s'applique aussi aux intermédiaires. Et lorsque la deuxième partie de la question, c'est quelle est l'importance de former les conseillers financiers aux investissements durables, c'est très très important si on veut arriver à ce que les épargnants on ne leur mette pas n'importe quel produit entre les mains avec n'importe quelle désignation. Donc voilà, je crois que c'est très... Donc là-dessus, gouvernance des produits, éducation financière, conduite des affaires, ça c'est des points essentiels en fait. C'est bien un triangle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... on est dans le plan et c'est à 3 niveaux, c'est 3 fois au même niveau. Voilà. Merci Jean. Pas aller plus. Et Guillaume, je vais me tourner vers vous. Les épargnants considèrent que la réglementation est trop complexe. Ça, on en a discuté déjà.
mais je pense que c'est un point clé et on s'attend donc au Retail Agenda qui va sortir en septembre de la Commission de regarder ça de plus proche. Mais comment on peut être vraiment plus souple dans la communication avec les clients tout en étant vraiment plus sévère pour les professionnels en cas de manquement de professionnalité, etc. Alors, si la question est devrait-on permettre aux acteurs professionnels d'être plus souples dans la communication? Moi, la réponse, elle est clairement oui. C'est ce qu'on fait hein, depuis que Nalo a été créé. Alors, humblement, on n'a rien inventé, j'ai envie de dire. On a recyclé des très bonnes idées à gauche et à droite en Angleterre, aux États-Unis et par ailleurs. Je pense notamment au goal-based investing, l'investissement par objectif. Et on a, au cours des années, pas mal échangé avec la CPR et l'AMF, avec notre partenaire assureur Generali, leur département de conformité sur la bonne façon de présenter l'information pour respecter les réglementations et autres. On ne le fait pas à la lettre, mais je pense qu'on le fait très bien. Je pense qu'un des guides conducteurs, ça doit être, bien évidemment, il ne faut pas faire de fraude, il faut investir correctement l'argent des clients, etc. Évidemment, mais je pense qu'un guide conducteur, c'est la satisfaction du client. Est-ce que le client a le sentiment d'être bien servi, de comprendre ce qui se passe, qu'on réponde à ses questions? Et en fait, l'outil pédagogique de l'investissement par objectif, pour moi, il est absolument redoutable et il montre bien que la compréhension du client et le fait d'accompagner correctement le client, c'est beaucoup plus important que de cocher toutes les cases d'un formulaire AMF, par exemple, sur la connaissance client ou la soutenabilité et autres. Et je pense qu'on le fait bien. Je m'explique. Les rendements, les risques, tout ça, c'est du jargon qui est en réalité incompréhensible pour un particulier. Si on commence à gratter, c'est très anxiogène, on va nulle part et les gens finissent par parquer leur argent dans des livrets. Je schématise et je caricature et je suis bien évidemment taquin, mais c'est un peu ça. Si on détourne la conversation du risque et qu'on focalise l'attention du client sur pourquoi est-ce qu'il est en train d'investir, est-ce que c'est pour sa retraite, est-ce que c'est pour acheter un bien immobilier dans 3 ans, est-ce que c'est pour préparer l'éducation d'un enfant qui vient de naître, si on matérialise dans l'esprit du client un objectif, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de poser un horizon d'investissement. Si on fait la connaissance client correctement, qu'on pose des questions de revenus, de charges et autres, on comprend la capacité de prise de risque de ce client, mais en fait, on reste dans un terrain de langage très, très terre à terre pour le client qui a le sentiment de comprendre ce qui se passe. Et c'est très transparent. Et au final, je pense que on arrive à l'objectif de la réglementation, qui est d'être transparent avec le client, de l'accompagner, de lui proposer des produits qui sont adaptés. Mais pour autant, on l'a fait sans du tout se caler sur la grille de lecture des textes. Vous voyez? Et quand on l'expose comme ça aux différentes personnes qui ont pu rendre visite à Nalo dans le cadre de discussions, d'innovation ou de cadres réglementaires ou autres, ça semble être bien compris. Et là où je pense que la méthode, elle est bonne, c'est que quand on a cette approche-là, au lieu de faire du profilage, en France, notamment si on revient sur le cadre de l'assurance vie, on parle des profils prudents, équilibrés, dynamiques. Mais en fait, un foyer, il n'est pas du tout équilibré. Il n'est pas du tout prudent non plus. Il est tout à la fois. Parce que la retraite, c'est 35 ans d'épargne. L'appartement dans 3 ans, c'est du court terme. Donc, un individu, il est tout à la fois. Il est schizophrène d'un point de vue financier. Et en réalité, il faut arriver à découper le patrimoine de façon adaptée à l'ensemble de ses projets de vie. Donc, l'approche de Nalo, c'est une parmi tant d'autres qui pourraient exister. Je pense qu'on est, entre guillemets, une certaine prise de liberté par rapport au texte purement réglementaire, mais je pense qu'on exerce parfaitement bien notre mission d'accompagnement des clients dans le cadre de la loi et des réglementations. Merci Guillaume. Je vais me tourner vers… Je m'excuse de vous couper, mais je voudrais donner la parole à Laure. Bien sûr. Et c'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que dans mes conversations avec les députés européens du comité économique, il y avait aussi des discussions sur la vision d'un client et le bilan de vie d'un client. Donc, évidemment, il a des objectifs court terme, il a des objectifs long terme, il a des soucis, disons, peut-être pour sa santé, qui seront dans 10 ans, 20 ans, le mariage, le divorce, les enfants, études, etc. Et tout ça doit être incorporé dans une vision de la communication au client.
Laure, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? C'est trop out of the box thinking? Quelle est votre vision là-dessus? Et je m'excuse, mais je dois vous demander de le faire en 2 minutes parce que je voudrais donner la dernière parole à Jérôme. Non, mais je voudrais abonder simplement dans ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire que si vous commencez par parler avec votre client de son objectif d'épargne et que vous n'abordez ensuite les conséquences en termes de projection, en termes de risque et de rendement qu'ensuite, déjà, vous faites un pas énorme. Là, aujourd'hui, on va poser la question dans un questionnaire MIF à un client, quel est votre niveau de risque? Est-ce que vous souhaitez prendre de risque? Bah, bien sûr, le client va dire non. Et après, s'il veut préparer sa retraite, ça va aboutir à lui proposer des fonds complètement ou des solutions d'épargne complètement stériles qui rapportent plus rien parce que un fonds action sur l'échelle de 1 à 7 de PRIPS, bah, il va arriver en 6 ou 7. Et donc jamais finalement, y compris quand on va préparer la retraite d'un client, on va arriver à lui proposer une allocation d'épargne adéquate parce que la réglementation, quel que soit l'horizon de placement, elle met le niveau de risque au max quand il s'agit d'investir à long terme. Et là, on est dans un débat sur l'union de marché de capitaux. L'union de marché de capitaux, c'est investir à long terme, investir en actions. On voit bien que la réglementation là-dessus, elle n'est pas du tout adaptée pour bien conduire un client vers des solutions d'épargne adaptées. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Et je me tourne vers Jérôme. Pour les conclusions, on a vu pas mal en cette courte période, mais je dirais surtout, on voit les challenges surtout pour les investisseurs retail. Je dirais, on sait que la présidence française ne va pas aborder le retail agenda qui va tomber sous la présidence tchèque, mais par contre, je suis sûre que vous faites déjà beaucoup d'entretiens avec d'autres régulateurs sur les enjeux. Quelles sont vos conclusions pour les 6 mois à venir, mais aussi pour l'agenda plus long terme de l'AMF sur cette réglementation trop complexe, trop difficile, qui pourrait être plus souple pour vraiment que le client final de Jean Berton ait plus d'informations, se sent plus en sécurité? Jérôme. Juste un mot, je voudrais quand même dire une chose. On parle de produits complexes. On parle de réglementation complexe. Il faut distinguer la réglementation complexe et l'over-regulation. Parce que dans le cadre, la réglementation peut être complexe si les produits sont complexes, etc. L'over-regulation, en revanche, ça, c'est à proscrire. Je crois que c'est là où il faut être très prudent. Et autrement, je rejoins ce qui a été dit précédemment. D'accord. Jérôme. Oui, je pense, moi, je n'émettrai pas spontanément l'idée que la réglementation est trop complexe, en tout cas pas sans précaution. J'entends qu'il ne soit pas évident et par certains aspects, elle est mal faite, la réglementation. Le fait qu'on classifie le risque d'un investissement uniquement par sa nature et sans considération de l'horizon d'investissement, par exemple, c'est absurde. Ce n'est pas du tout ce que dit la théorie économique, typiquement. Là, ce n'est pas que la réglementation est trop complexe, c'est qu'elle n'est pas assez d'une certaine façon. Parce que si elle était mieux faite, elle prendrait en compte les effets de diversification qui viennent de l'horizon temporel. Donc, on est toujours confrontés, nous, régulateurs, à une difficulté qui est que si on veut avoir une réglementation qui est très intelligente, elle va être très complexe. Et en fait, elle sera adaptée qu'à des investisseurs très intelligents. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre. Je dirais, il est illusoire probablement de se dire qu'il va y avoir un grand soir et on va trouver tout d'un coup un équilibre complètement différent. Je pense qu'on peut se dire entre nous que la direction qu'il faut qu'on essaye de prendre, sans certitude qu'on va forcément arriver tout de suite au bon endroit, elle repose sur 2 ou peut-être 3 piliers. Le premier pilier, c'est que je pense qu'on a quand même une réglementation qui induit un excès d'aversion pour le risque de la part des gens qui distribuent l'épargne en France. Et donc, il faut qu'on arrive de ce point de vue-là, avec un œil franco-français, à faire évoluer la réglementation d'une manière qui, sans abandonner complètement le concept de la responsabilité du distributeur du produit financier, parce que c'est un pilier essentiel de la garantie de l'investisseur, donne quand même accès à l'investisseur qui en a les capacités à un univers d'investissement suffisamment large. Et on a fait d'ailleurs un certain nombre de propositions dans ce domaine-là. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on arrive à
faire évoluer un peu la manière dont on pense la protection du consommateur, moins dans une logique de je ne veux pas lui faire prendre de risques, que dans une logique de je veux m'assurer qu'il a un couple risque-rendement et une allocation de l'épargne qui est adaptée à son profil. Alors, ça ne sera jamais parfait. Je pense qu'on trouvera toujours des cas où on dira bah, ça ne va pas. Mais je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers un concept où on appréhende le caractère adapté d'un investissement de la manière la plus globale possible au regard des caractéristiques de l'épargnant d'une part, et donc moins dans une logique d'appropriateness. Et puis d'autre part, il faut qu'on aille vers une logique où on met plus de pression sur les distributeurs de l'épargne pour qu'ils s'assurent que les produits qui sont distribués sont des produits qui sont satisfaisants en termes de valeur pour l'épargnant. Ça, c'est l'approche, je ne sais plus qui a mentionné cette notion de value for money que nous, à l'AMF, on trouve très intéressant. Et puis, la dernière chose, c'est il y a quand même des domaines où, effectivement, il y a besoin de simplification. Je crois que la finance durable en est un qui est assez évident. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un système comme des étiquettes énergétiques sur les logements, que le ménage n'ait pas besoin de rentrer dans des concepts extrêmement sophistiqués qu'on lui présente la durabilité sur une échelle qui sera nécessairement très insatisfaisante pour les ingénieurs et des gens qui réfléchissent à la transition de nos économies vers un modèle productif plus durable. Mais en même temps, c'est la simplicité et le prix de l'efficacité en matière financière. Et je crois qu'en matière de finance durable, il faut reconnaître par ailleurs aussi que il faut modérer nos attentes. Ça ne pourra pas être le tout de la transition de nos économies. Voilà un peu les trois axes que je voulais mentionner. Merci beaucoup, Jérôme. Marie-Alix, est-ce qu'on a 2 minutes? Je sais qu'on est déjà à 4 minutes de plus, mais est-ce que je peux voir, parce que je crois que Jean a levé sa main et j'ai une question pour Guillaume aussi. Marie-Alix, Jean, tu veux plus intervenir? Non, je voulais juste Jérôme demandait qui avait parlé de value for money. Je manifestais simplement que c'était moi. C'est tout. Ok, d'accord. Très bien. J'ai une question de la part de Giuseppe pour Guillaume. Il dit, je suis tout à fait d'accord sur l'obstacle des régimes fiscaux différents. Je pense donc qu'il n'y aura pas en Europe de marché commun des services financiers pour les particuliers pour l'avenir prévisible. Ben, c'est un peu désopilant. Qu'en pensez-vous? Donc, Guillaume, très brièvement, s'il vous plaît. Vous êtes en mute. Vous êtes en mute, Guillaume. En effet, ça marche mieux avec le micro. Je disais, je suis plutôt de nature optimiste. Je pense que si le projet européen doit exister et se développer, il va bien falloir à un moment une meilleure intégration, notamment sur le plan fiscal, et sur toutes les structures qui nous régissent. Donc, je pense qu'on y arrivera. En attendant, je reviens sur le sujet de la concurrence, ce qui empêche des petits acteurs innovants, donc la fintech, d'attaquer plusieurs pays à la fois. C'est vraiment le sujet de la rentabilité, de la concurrence, le coût d'acquisition client, etc. Et il faut bien distinguer des licornes qui existent déjà en Europe. Alors, il y a des licornes françaises, je pense à des boîtes comme Conto ou autres, où on se dit, ah bah c'est de la finance et elles sont licornes, donc tout est possible. Mais il faut bien comprendre que des sociétés, des entreprises qui créent une valeur ajoutée instantanée, donc si je suis client de Deliveroo, je commande ma pizza, elle est livrée en une demi-heure, je la mange, elle est bonne, je suis content, je recommence le lendemain. La gestion d'actifs, et donc la gestion patrimoine, les marges sont extrêmement faibles et la démonstration de valeur se fait sur de très longues échéances, c'est-à-dire des années. Donc, c'est un vrai travail de patience. Et si en plus de ça, les fintechs sont confrontés à un marché installé de banques, d'assurances, d'asset managers ou autres,
qui tiennent le marché, en fait, qui tiennent les clients finaux. C'est un travail qui est très compliqué et c'est pour ça que c'est mon analyse, hein, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur nos industries à avoir un marché extrêmement segmenté de petites fintech qui essayent de s'attaquer à leur petit marché et qui n'ont absolument pas les reins suffisamment solides pour aller attaquer d'autres marchés qui seraient très différents d'un point de vue culturel, d'un point de vue fiscal, avec des langues différentes, où il faudrait donc finalement déployer les mêmes ressources dans chaque pays et donc avec des coûts d'acquisition qui ne seraient pas du tout réduits avec un passage à l'échelle. C'est mon opinion. Mais encore une fois, je suis assez convaincu que l'Europe va aller de l'avant, ne serait-ce que par nécessité politique par rapport aux autres géants du monde. Et donc, je pense que ça ira dans le bon sens. Merci Guillaume. Avec ça, je remercie mes panélistes et je reste sur le point positif parce que l'Europe ne finira pas de nous surprendre. C'est une bête qui grandit de pas à pas. Parfois, ça va de côté et parfois, ça avance. Mais quand on voit ce qu'on a pu faire avec le Next Generation EU, je suis très optimiste pour l'Europe. Je suis profondément européenne. J'espère comme vous tous. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Guillaume, Laure et Jean. C'était vraiment d'une franchise et de très pertinent ce débat. Merci beaucoup. Merci à tous.